Bon, on vient d'entrer en 2019 et je vois sur mon fil d'actu YouTube que des vidéos top 10 films 2018. Du coup, je me suis dit que moi aussi, j'allais faire un top 10 des films 2018. Et tu veux parler desquels? Je sais pas, comme ça je dirais... Avengers, Ready Player One, L'île aux chiens, Les Frères Sisters, Spider-Man Multiverse, Under the Silver Lake, Le Grand Bain, Le Monde est à toi, Ghostland et évidemment Dragon Ball Super Broly. Dragon quoi? Donc non, je dis merde au diktat, j'utilise ma carte code Yoko et retour vers le passé. Et hop, nous voilà dans les années 80. Non, c'est chiant, arrête. Ouais. Non. Plus sérieusement, nous voilà dans les années 80. Quasiment 40 ans en arrière, et dans une décennie qui a vu bonne plâtrée de films de... film de cul. Non. Bonne plâtrée de films cultes. Mais pourquoi les années 80, me direz-vous? Mais pourquoi les années 80, me direz-vous? Pour un cinéma de rêve, un cinéma surhumain, avec des héros surhumains, et des visages, des figures qui n'ont pas quitté l'écran depuis 40 ans. Alors qu'est-ce que c'est les années 80? C'est une question bien trop large, beaucoup trop large pour que je la traite tout seul. Surtout dans une seule vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que c'est les années 80 pour moi. D'un point de vue de style, d'ambiance, mais aussi d'un point de vue historique et géopolitique. Je tiens à préciser que je vais parler que du cinéma hollywoodien. Au milieu des années 70, Jaws sort en salle, donc Les Dents de la Mer, voilà. Et c'est le premier film considéré comme un blockbuster. Un blockbuster, c'est une production énorme et une action marketing et de com tout aussi énorme en fait, pour que tout le monde se rue vers les salles. C'est un événement global. On connaît ça aujourd'hui avec Endgame par exemple. Donc entrons dans le contexte. Politiquement, c'est Reagan qui est à la tête des États-Unis. On est en pleine révolution numérique avec le Walkman, le premier Macintosh, le crash boursier de 87, l'arrivée des jeux vidéo, des clips MTV, bref. L'ère hippie se termine et laisse place à une nouvelle ère, une ère tournée vers le fric et la frime. Sur les grands succès hollywoodiens des années 70, donc Jaws par exemple et évidemment Star Wars, on veut produire plus de films comme ça. On n'est pas con, hein. L'état d'esprit hollywoodien à cette époque, c'est a movie is action, action and action. Le style du western, justement, qui était ultra présent en 60-70, commence à disparaître. On peut expliquer ça notamment par la conscience américaine qui est au plus bas, avec évidemment la guerre du Vietnam et les affaires Nixon, etc. La conscience américaine va se tourner vers des films plus comme Apocalypse Now ou Deer Hunter. Les films unitaires vont aussi être remplacés par des sagas ou des trilogies. On n'est pas con. On retrouve donc un genre qui se démarque, ça va être le fantastique d'horreur ou le fantastique de fiction. C'est un changement poussé aussi par l'arrivée justement du digital, des nouvelles technologies. On retrouve les mêmes thèmes dans les films des années 80. Globalement, on retrouve énormément les machines, la nouvelle technologie qui prend le contrôle sur les humains. On retrouve aussi énormément des héros, surhumains d'ailleurs, des surhommes, qui vont affronter des entités vraiment méchantes et très manichéennes. Manichéenne, ça veut dire qu'on sait très vite qui c'est qui le gentil et qui c'est qui le méchant. Hein. Et ces héros finissent toujours par gagner, quitte à frôler la mort au moins 20 fois dans le film. Pour terminer, les grands réalisateurs hollywoodiens, De Palma, Lucas, tout ça, sont sous la tutelle des mêmes studios hollywoodiens et sortent des mêmes écoles. Ils ont eu la même formation, UCLA ou NYU, enfin, tout le monde vient de là. Du coup, forcément, leur style, leurs thèmes, leurs idéologies, ça se recoupe, ça se regroupe et ça se voit dans les films. Donc, cette décennie, c'est celle du fantastique d'horreur, du fantastique de fiction. C'est aussi des films qui sont tournés vers l'ère de l'époque, vers cette époque, donc le fric et la frime, comme j'ai dit. On retrouve des codes et des motifs récurrents, des vaisseaux, des néons, des héros surhumains, énormément de technologie. Et on retrouve aussi des thèmes et des interrogations qui se croisent et qui vont se croiser tout le long, en fait, des années 80. Donc aujourd'hui, je vous fais un top 10 pour mieux comprendre, en fait, ce style, cette ambiance, tout ça, quoi. The Shining, réalisé par Stanley Kubrick, sorti en salle en 1980 et tiré d'une œuvre de Stephen King. Grand écrivain américain qui tend toujours vers le fun, le bon gros fun. Déjà, c'est parce que c'est un film qui a marqué toute une génération. C'est évident. Ensuite, pour les codes de l'horreur notamment, qu'il a instaurés. Il y a des plans qui sont cultissimes dans The Shining. Aussi pour la performance de Jack Nicholson, parce que c'est... En gros, c'est tout, non? Franchement, il est ouf dedans.
Et puis aussi, c'est un des premiers films à l'époque, un blockbuster justement, qui caste une star comme Jack Nicholson et qui a un fond, un propos de fond qui est beaucoup plus philosophique. Et c'est assez rare pour l'époque. D'ailleurs, il a été nominé aux Razzie Awards pour ça. Un Razzie Award, c'est un petit peu comme un contre-Oscar. C'est l'Oscar du moins bon film. Donc, Blade Runner, réalisé par Ridley Scott, est sorti en salle en 82. C'est un film de science-fiction et d'anticipation juste mondialement connu. Donc le film se passe en 2019 où la technologie a assez avancé pour créer des intelligences artificielles qu'on va appeler les réplicants. On ne va pas appeler, ils s'appellent comme ça quoi. C'est les réplicants, enfin les réplicants. Les réplicants donc sont génétiquement et plastiquement identiques aux humains, ce qui fait qu'on ne peut pas les différencier. Nous, on va suivre Rick Deckard, joué par Harrison Ford, qui est un Blade Runner et qui recherche des réplicants qui se cachent sur Terre. C'est ça en fait. Pourquoi le voir du coup? Déjà, pour le thème qui est la rébellion des machines. Donc truc vraiment, genre pas plus années 80 quoi. Et surtout, une question qui est évidente, c'est où est la place de l'homme? Qui peut dire qu'un réplicant est humain ou non? Qu'est-ce qui nous rend supérieurs aux réplicants? C'est aussi un film de contemplation, de ouf, c'est iconique. Nom de Zeus, Marty. Comment il le fait? Nom de Zeus. Nom de Zeus, Marty. Ah, c'est pas le pied. Non, je vais pas le mettre. Non, c'est nul, c'est nul, nul, nul. Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. Donc, on suit l'histoire de Marty McFly, un jeune lycéen qui est plutôt stylé. Son grand ami, le docteur Emmett Brown, va inventer une machine à voyager dans le temps. Enfin, une machine, c'est plutôt une DeLorean qui va voyager dans le temps. Alors pourquoi le voir? Parce qu'il y a tout en fait, dans le genre voyage dans le temps, un peu fun, machin, c'est le must, quoi. Déjà, bah, c'est la première trilogie qu'on aborde dans Stop, donc 1, 2, 3. Le 3 étant, moi, mon favori. Là, si tu veux retrouver le style des années 80, t'as pas mieux. Le héros qui a son groupe de rock, sa meuf avec son putain de gilet sans manches, là, machin, skateboard, les néons flashy, la DeLorean du futur, enfin bref, on en a plein les yeux. Vraiment, on en a plein les yeux, mais jusqu'au titre. Quoi. Regarde cette police, s'il te plaît. On a quoi après? Terminator 1, 1984, James Cameron. Donc James Cameron, c'est lui là, Titanic, les Schtroumpfs, tout ça. C'est solide. Terminator 1. En 2029, une guerre oppose le reste de l'humanité, décimée par un holocauste nucléaire, contre Skynet, une intelligence artificielle créée par les humains. La résistance, l'idée par John Connor, avance petit à petit et est sur le point de remporter la victoire. Skynet va envoyer notre Schwarzy, Terminator, dans le passé, pour trouver la mère de John Connor, Sarah Connor, et la tuer, pour empêcher la résistance de gagner dans le futur. Prends ça dans ta face, mon con. Il est énervé. Une nouvelle fois, c'est la technologie qui a pris le dessus. Schwarzy, c'est une icône des années 80. C'est une icône avec Stallone. Avec Stallone, pas Stallone, c'est pas un putain de cow-boy. Dans la baston, t'as Schwarzy, t'as Stallone, Bruce Willis, peut-être, mais voilà. Enfin, globalement, c'est un dieu, le mec. Star Wars 6, 1983. J'ai besoin de te dire un truc? Non? Bon, on enchaîne alors. Vendredi 13. Ambiance Slasher, s'il vous plaît. Vendredi 13. C'est un film réalisé par Sean Cunningham, sorti en 1980, et c'est le premier opus de la saga des Vendredi 13, du coup. Ouais. Pitch, en 1957, un Vendredi 13, Jason Voorhees, Jason va mourir noyé dans le lac de Crystal Lake. L'année d'après, un Vendredi 13, 2 autres moniteurs meurent dans ce même camp. Du coup, le camp ferme. 20 ans plus tard, Steve va réouvrir le camp. Et veut réouvrir le camp un Vendredi 13. Il n'est pas... Ouais, enfin il est con, il est con. Le tueur qui a frappé il y a 20 ans est de retour sur le camp de Crystal Lake et compte bien se venger. Pourquoi voir ce film? Pour le slasher, tout simplement. Un slasher, c'est un sous-genre du cinéma d'horreur qui va mettre en scène un tueur en série, masqué, qui va tuer à l'arme blanche, normalement un groupe de jeunes adultes, jeunes ados,
méthodiquement et un à un. Ok ? L'angoisse et les screamers sont traités d'une façon toute nouvelle. Il faut vraiment voir ça. Et puis un autre truc, c'est que c'est un film qui a eu un budget ridicule pour l'époque. C'était 500 000 $. Donc comparé aux grosses productions qu'on a eues ou qu'on va voir, faut voir un petit peu comment ça vieillit. Que même avec peu de moyens, en fait, un film peut être culte très vite. Die Hard, Die Hard, Die Hard, Die Hard, 88, réalisé par John McTiernan. Donc c'est le premier opus de la trilogie des Die Hard. Et un flic new-yorkais, John McClane. Meilleur que bon, c'est McCain. Pas du tout. Un flic new-yorkais, John McClane, incarné par Bruce Willis. Du coup, s'est séparé de sa femme. John McClane se rend au bureau où est sa femme, mais il va se retrouver séparé de sa femme lorsque le building est attaqué par un groupe de terroristes allemands. John est donc coincé dans un immeuble à 100 étages et va devoir affronter seul les terroristes. Prends ça dans ta face. C'est aussi un nouveau concept. Ce huis clos de baston vertical là, c'est un truc de ouf. Ça a été repris partout ailleurs après. C'est juste on faisait des Die Hard en moins bien. C'est aussi un film ultra bien foutu, qui joue avec les micro-détails du décor pour informer le spectateur. Parce que c'est un bordel, hein, les 100 étages, quand ils se battent. Et en plus, il y a tellement de phrases et de phrases et de plans cultes. On peut résumer juste par... Piquet, pauvre con. Musique maestro. Ça, si tu connais pas, c'est que t'as pas vu Top Gun. Donc là, on rentre dans du un petit peu plus patriotique. Ouais, c'est pas franchement subtil. Mate la gueule de la jaquette, quoi. Sorti en salle septembre 86 et réalisé par Tony Scott. Maverick, un jeune pilote incarné par Tom Cruise, rentre dans l'école, la meilleure école de l'aviation, Top Gun. Là-bas, il va apprendre à perfectionner ses techniques de combat et ses montées en piquet. Et tout ça pour un seul objectif, remporter la coupe Top Gun. Pendant ces semaines d'apprentissage, il va rencontrer Charlie. Charlie qui est son institutrice. Pourquoi alors? Déjà film culte qui a envoyé Tom Cruise tout en haut pour la musique et puis pour... Ah, je peux pas faire ça. C'est aussi une façon de redorer un petit peu l'image de l'Amérique. Après le Vietnam et les manipulations sous Nixon, on a besoin de se rappeler c'est qui le plus fort. Hein. L'âme fatale, réalisé par Richard Donner, est sorti en 87. Robert Murtaugh, flic noir d'une cinquantaine d'années, s'approche dangereusement de la retraite. Il attend Pépouze, mais son capitaine va lui foutre dans les pattes son nouveau partenaire, le lieutenant Riggs. Qui lui est son putain d'opposé. Sensible de la gâchette, intrépide, suicidaire. Ils vont devoir faire équipe pour contrer un grand gang de trafiquants de drogue géré par des fascistes. Et alors là, on est à la fin des années 80, et pourtant on se croirait au début, je trouve. Les scènes, les codes, les bastons, on est en plein dans les 80s. Coéquipiers, flics, totalement opposés, mais qui vont quand même bien s'aimer, machin. Enfin, Starsky et Hutch, enfin je répète, le mulet de Mel Gibson, le héros qui tue les méchants tout en frôlant la mort. Enfin, on est dedans, quoi, c'est tout. Steven Spielberg. Là, je sais même pas si j'ai besoin d'en parler, parce que rien qu'avec la musique, vous vous êtes dit, putain mais c'est ultra long, sa vidéo elle est ultra longue. Bah non, non, j'espère que vous vous êtes dit, c'est Indiana Jones, on connaît, tu vas pas nous parler de ça. Merde. Donc, dernier opus de la saga Indiana Jones, on retrouve Indy, Harrison Ford, qui va retrouver la trace de son père à Venise, puisque c'est là que son daron a été vu pour la dernière fois. Vous connaissez tous un peu le pitch, je vais pas m'attarder dessus. La dernière croisade, comme pour beaucoup d'ailleurs, c'est le meilleur Indiana Jones. Il est ultra connu, il y a tout dedans, dont Sean Connery, et évidemment, il y a l'introduction qui est mythique, qui nous explique un petit peu le début de notre Indy, dont sa phobie sur les serpents. Dans ce film, il y a tout. Des méchants nazis, des gentils américains, des énigmes, de la poussière, du sang, de l'action, tout. Dans cet aspect du renouveau américain, on reprend presque même un peu le parallèle du western. Pas trop dans les codes, mais dans le héros, en fait, tout simplement. Indiana Jones, enfin, c'est un putain de cow-boy. Et puis on retrouve un héros américain qui est prêt à tout donner. Pour sa patrie, pour son père, et pour des meufs aussi, un peu. Ouais. Mais jamais pour lui. Jamais un intérêt égoïste. Donc, toujours cette idée de renouveau, Donc voilà.
C'est tout pour moi. Je suis épuisé. Je craque. J'espère que vous comprendrez mieux un petit peu le style des années 80, en tout cas ce que j'ai voulu en montrer. Je vous invite à voir et à revoir les films que je vous conseille parce qu'ils sont vraiment top. C'est des films que j'adore. Montrez-les à vos amoureux, à vos amoureuses, à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre chat. Je m'en bats les couilles. C'est vraiment des films cultes que moi j'adore, qui ont tout fait. Et puis si c'est un sujet qui vous a plu, j'aimerais beaucoup le refaire. Mais dites-moi dans les commentaires, voilà, likez, faites tout ce qu'on fait avec tous les petits boutons là.